Ce webinaire est organisé dans le cadre du Life Nature Adapt, qui est un projet qui vise à intégrer le changement climatique dans la gestion des espaces naturels. Donc, ce projet a démarré mi-2018 et se terminera mi-2023, donc il nous reste 1 an et demi. Et l'idée, c'était de faire un cycle cette année de 1 webinaire par mois, à la fois sur les résultats du projet Life Nature Adapt, mais aussi sur des résultats de partenaires qui travaillent également sur le sujet du changement climatique et des aires protégées et tout ce qui tourne autour. Et donc aujourd'hui, on est là pour le numéro 11, donc l'avant-dernier webinaire de l'année. Et donc, on a comme sujet aujourd'hui une étude qui a été menée par le Comité français Lucienne sur le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes. Et donc, on a l'honneur d'avoir Clara Singh du Comité français Lucienne qui va donc vous présenter les résultats de cette étude qui sera publiée en début d'année prochaine. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une présentation de sa part et puis plutôt des échanges en deuxième partie de webinaire via le chat et évidemment via aussi la visio. Voilà, je crois avoir tout dit. N'hésitez pas, si les questions vous viennent au fur et à mesure de la présentation, à les poser dans le chat. Et puis, soit on arrivera à les répondre au fur et à mesure, soit plutôt à la fin. Voilà, j'arrête le partage et je te passe la parole, Clara. Bonjour à tous, merci beaucoup Anne-Cerise pour cette présentation. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que là, il apparaît correctement? Oui, c'est tout bon, parfait, merci. Bon, bah, je vais démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc j'ai été contactée par Anne-Cerise et Sandra pour vous parler aujourd'hui d'un projet d'éclairage scientifique. C'est un projet que l'on construit avec de nombreux collaborateurs pour creuser les questions des liens entre le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes, et notamment de s'interroger sur quels peuvent être les impacts et les conséquences en termes de gestion d'EEE. Et donc, on s'est interrogé, voilà, on s'est intéressé plutôt à ce sujet-là, car voilà, ce sont deux pressions qui s'exercent sur la biodiversité et en général, voilà, on a des pressions qui peuvent interagir. Et c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de questions de la part des gestionnaires qui nous reviennent sur ce sujet-là, qui s'interrogent sur comment anticiper la gestion des EE dans un contexte de changement climatique et de comprendre également voilà, les liens qui s'exercent entre le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes, mais aussi de mieux comprendre voilà, des phénomènes qui sont déjà observables. Et on a choisi également de traiter ce sujet-là parce qu'en fait, il y a de nombreux travaux de recherche qui traitent du sujet. Donc voilà, il y a déjà un pool de connaissances scientifiques disponibles, mais qui est encore très restreint, très cantonné à la communauté scientifique et peu disponible finalement pour les gestionnaires et les décideurs. Et donc, on a identifié un besoin de faire une synthèse en fait de ces connaissances-là, car voilà, c'est un sujet qui est assez complexe et assez, on va dire, tentaculaire. Les liens sont difficiles à identifier et à anticiper. Donc, voilà, on a décidé de construire un portail à connaissance à destination des gestionnaires, des décideurs et toute autre personne intéressée sur ce sujet-là. Et donc, on a prévu de produire un document synthétique dont la parution est prévue pour le premier trimestre 2022. Et donc, ce projet d'éclairage scientifique, on le construit dans le cadre des activités du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dispositif qui est copiloté par le Comité français de l'UICN et l'OFB, qui repose sur un réseau d'expertise scientifique et technique sur le sujet, et dont les objectifs sont voilà, de fournir un appui pratique aux gestionnaires dans leur action envers les EE, de permettre leur montée en compétence sur la problématique, de capitaliser les connaissances sur les espèces exotiques envahissantes et de les diffuser, et de diffuser les bonnes pratiques de gestion en termes d'espèces exotiques envahissantes. Et c'est dans ce contexte-là que l'on construit ce projet d'éclairage scientifique. Juste pour vous dire, donc, le centre de ressources a une portée nationale, métropole et outre-mer. Et pour l'outre-mer, il repose sur le réseau espèces exotiques envahissantes outre-mer qui, lui, est piloté uniquement par le Comité français de l'UICN et qui constitue, on va dire, le bras opérationnel du centre de ressources pour les enjeux ultramarins. Donc là, quelques mots sur le calendrier et les différentes étapes du projet. Donc, c'est un projet qu'on a lancé en novembre 2020 avec la production d'une note de projet et un appel à contribution lancé auprès du réseau du centre de ressources
EEE, du réseau Outre-mer, du Life Nature Adapt et du groupe de recherche Invasion biologique. Et donc, suite à cela, on a construit un comité de relecture qui regroupe 12 personnes issues de ces 4 entités-là, donc en février 2021. Et ce comité a été consulté une première fois en avril pour définir la trame du document. Il a été reconsulté récemment en octobre sur les premières parties qui ont été rédigées. Et donc, comme je vous l'ai dit, la publication est prévue en début d'année prochaine. Donc, pour structurer ce document donc, qui revient sur un projet, enfin, sur une problématique assez complexe et assez tentaculaire, comme je le disais, on a décidé de le structurer en différentes parties suivant les principales questions qui découlent de cette problématique. Donc, on a identifié les questions prioritaires qui permettaient de revenir sur le sujet dans sa globalité. Donc, la première traitait de comment les changements climatiques interviennent-ils au cours des différentes étapes du processus d'invasion. La deuxième traite des événements climatiques extrêmes et comment ils peuvent faciliter, dans quelle mesure ils peuvent faciliter les invasions biologiques. La troisième interroge sur le fait que peut-être le changement climatique peut favoriser des populations d'espèces exotiques envahissantes et en freiner d'autres. Et la quatrième traite de la question des impacts et sur comment le changement climatique peut-il intensifier les impacts des EE. Et la dernière traite de la gestion sur comment engager la gestion des espèces exotiques envahissantes dans un contexte de changement climatique. Et pour vous dire, voilà, donc à ce stade-là, nous avons travaillé sur les 4 premières questions, sur lesquelles donc, je vais revenir aujourd'hui. La question 5 est encore en cours de rédaction et donc elle ne sera pas traitée dans le cadre de ce webinaire. Et donc, toutes ces parties-là sont traitées à l'interface de la recherche et de la gestion pour mettre à disposition les connaissances scientifiques auprès des gestionnaires. Donc, je vous propose de les traiter une à une. Pour traiter ces différentes questions, je vous propose en fait d'illustrer des cas de figure par des exemples pour illustrer vraiment les mécanismes qui s'opèrent. Donc, la question 1, donc comment le changement climatique intervient au cours des différentes étapes du processus d'invasion, consiste à voir comment les manifestations du changement climatique vont influer au cours des différentes étapes entre le moment où une espèce est déplacée par l'homme jusqu'au moment où elle devient une espèce exotique envahissante. Ce qui nous permet de revenir aussi sur la définition d'une EE, donc je vais la rappeler rapidement au cas où. Donc c'est une espèce dont l'introduction par l'homme, volontaire ou involontaire, l'installation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes, et dont les conséquences peuvent être d'ordre environnemental, économique ou sanitaire, donc des conséquences négatives. Et donc, je vous ai mis ici le schéma qui permet de retracer le processus d'invasion avec les différentes barrières que doivent franchir ces espèces-là pour devenir des espèces exotiques envahissantes. Et ce qui est intéressant, donc c'est un schéma très conceptuel, très théorique, mais qui permet de bien comprendre les différents mécanismes qui s'opèrent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les manifestations du changement climatique peuvent intervenir au niveau de chacune de ces barrières en les perméabilisant ou autrement dit, en facilitant le franchissement de ces barrières par les espèces qui vont être déplacées. Donc, ce peut être l'augmentation des températures, les changements de régime de précipitation, les événements climatiques extrêmes, les déplacements des populations humaines générés par les manifestations du changement climatique. Toutes ces manifestations-là peuvent perméabiliser ces barrières ou faciliter le franchissement de ces barrières par ces espèces. Donc, je vous propose de les passer en revue une à une rapidement avec quelques exemples. Donc, la barrière géographique, qui est la première barrière du processus d'invasion, donc, est franchie par l'intermédiaire de l'homme qui déplace les espèces depuis leur aire d'origine vers un nouvel environnement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les manifestations du changement climatique vont modifier les possibilités de déplacement des populations humaines et peuvent ainsi amplifier des risques d'introduction déjà existants via des vecteurs et des voies d'introduction qui sont déjà identifiés ou ouvrir de nouvelles voies d'introduction. C'est le cas, un cas très parlant, c'est l'ouverture des voies maritimes en Arctique, par exemple, qui fait que on a des navires qui vont pouvoir circuler vers des zones qui auparavant étaient inaccessibles, avec une fréquence peut-être parfois plus importante, augmentant ainsi le risque d'introduction conjointement à ces déplacements-là. L'adoucissement de certaines contraintes qui étaient extrêmes peut rendre certains milieux hospitaliers, incitant ainsi également le développement de nouvelles activités dans des secteurs où auparavant cela n'était pas possible. Donc, par exemple, dans cette région du globe, il y a une étude qui s'est intéressée au nombre d'introductions qui ont eu lieu entre 1960 et 2015. Et on a 34 taxons qui ont été identifiés, qui ont été introduits pendant cette période-là, avec une augmentation du nombre d'introductions par an. Et donc, cela s'est fait via, par exemple,
les eaux de ballast des navires, ou encore le biofouling, c'est l'encrassement des coques de navires avec des organismes fixés qui sont ainsi transportés dans ces secteurs-là. Et voilà, le fait que ces zones soient accessibles et de plus en plus hospitalières augmente le risque d'introduction dans des espaces où apparemment la question ne se posait pas forcément. Donc voilà, c'est un cas de figure possible. Pour la seconde barrière, donc la barrière environnementale, donc cette barrière-là conditionne la survie des espèces pendant le transport, mais aussi à l'arrivée dans le milieu d'accueil. Et donc, en fait, les changements climatiques vont moduler les conditions biotiques et abiotiques qui vont conditionner la survie de ces espèces. Donc, un exemple assez parlant, c'est les espèces tropicales qui peuvent être introduites à des latitudes, on va dire, plus élevées, qui ne pouvaient pas survivre une fois introduites dans le milieu naturel, mais du fait de l'augmentation des températures, de l'adoucissement des conditions qui pouvaient être un peu extrêmes, peuvent désormais survivre dans le milieu naturel. Donc, c'est le cas, par exemple, de la laitue d'eau, une espèce bien connue en milieu tropical qui est souvent détenue dans des jardins ou des bassins pour l'ornement, qui survit parfois désormais, notamment en Amérique du Nord, vers la région des Grands Lacs. Là, je vous propose de parler de la barrière de reproduction, donc, qui est une étape assez cruciale dans le processus d'invasion, comme vous pouvez l'imaginer, parce que le changement climatique peut parfois augmenter le succès reproducteur de certaines espèces. Alors là, je vous propose de parler de la tortue de Floride, qui est bien présente en Europe, en métropole et en outre-mer. Et donc, une étude a comparé les niches climatiques des populations qui se reproduisent avec celles des populations qui ne se reproduisent pas, parce que même si l'espèce est bien présente, il n'y en a qu'une petite fraction qui se reproduisent, qui sont établis, pour identifier quels sont les facteurs qui conditionnent le succès reproducteur. Et il en est ressorti que on a un effet des radiations solaires, de l'augmentation des températures et des fortes précipitations qui conditionnent le succès reproducteur. Donc, je vous ai mis quelques précisions. Par exemple, des températures comprises entre 25 et 26 degrés sont nécessaires à la fois à la présence et à la reproduction de l'espèce, ce qui induit que on peut avoir des reproductions à des latitudes plus élevées. La température joue également un rôle sur le sexe ratio des éclosions, et si on a une augmentation des températures, on pourrait également avoir des éclosions avec majoritairement des femelles, donc ce qui pourrait interroger aussi sur le processus, sur le processus d'invasion. De même, les tortues de Floride ont une longévité relativement longue de 30 ans, donc des espèces qui sont, des individus qui sont introduits aujourd'hui dans le milieu naturel, qui sont relâchés aujourd'hui, pourraient ne pas se reproduire, mais pourraient quand même voir des changements s'opérer, se reproduire ultérieurement. Donc, ce qui interroge aussi sur la vitesse à laquelle les étapes du processus d'invasion se déroulent, à la vitesse sur une accélération du processus d'invasion. On peut se poser la question sur l'effet du changement climatique sur la vitesse à laquelle les barrières peuvent être franchies. Et donc, cette étude-là, elle est intéressante et elle concorde avec des observations qui ont déjà été faites en France métropolitaine, puisque des éclosions sont déjà constatées en Pays de Loire, Centre-Val de Loire et Loire-Grand Est. Donc, voilà pour le petit exemple sur la tortue de Floride. Un autre exemple intéressant qui traite de la flore, donc on a une étude qui s'est intéressée à 783 espèces ornementales introduites, cultivées, mais non établies, donc non établies, c'est-à-dire non naturalisées en Europe, mais qui sont connues pour s'être établies en dehors de l'Europe. Donc, une étude a rassemblé des données sur ces espèces-là et a modélisé les aires favorables à l'établissement de ces espèces actuellement et dans un contexte de changement climatique. Et il en est ressorti qu'on a un déplacement des aires favorables dans un contexte de changement climatique avec une extension des aires favorables à beaucoup d'espèces parmi celles étudiées, avec notamment des espaces propices à des latitudes plus élevées. Donc, vous avez à gauche la carte avec les zones d'établissement favorables, les points chauds d'établissement favorables aux espèces dans les conditions actuelles, et à droite, dans un scénario plus pessimiste de changement climatique. En même temps qu'il est observé une expansion des aires favorables, on peut également avoir un ralentissement pour certaines espèces. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter aussi, même si moins dominant. La dernière barrière est la barrière de dispersion qui est en fait l'étape à partir de laquelle, si elle est franchie, une espèce qui est introduite et qui s'est établie va coloniser de nouveaux milieux à partir du milieu d'introduction. Et donc, le changement climatique peut, dans certains cas de figure, ouvrir de nouveaux milieux depuis le milieu colonisé. Donc, un exemple qui permet d'illustrer ça, c'est la fonte du glacier Cook à Kerguelen.
En fait, ce glacier, donc, qui représente une surface très importante, recouvre l'ouest de Kerguelen et cantonne les espèces introduites déjà établies à l'est de l'archipel. Et la fonte du glacier pourrait permettre la libre circulation des espèces vers l'ouest et donc lever les barrières de dispersion et permettre à certaines espèces de s'étendre sur une plus grande partie de l'archipel. Et donc, c'est le cas pour des mammifères introduits et pour certaines espèces de flore, comme le pissenlit, qui est déjà bien établi et qui pourrait coloniser de nouveaux espaces. Voilà, donc j'en ai fini pour cette première question. Je vous propose de passer à la deuxième qui traite des événements climatiques extrêmes pour voir dans quelle mesure ils facilitent les invasions biologiques. Et pour cela, je vous propose de parler d'un exemple qui traite de l'affaiblissement des communautés de macro-invertébrés du Rhône au profit des espèces exotiques envahissantes, puisqu'une étude s'est intéressée à la composition de ces communautés suivant certaines perturbations liées aux manifestations du changement climatique. Et ce qu'ils ont montré, c'est que dans la zone étudiée, avant 1990, les communautés de macro-invertébrés étaient relativement stables. Puis, entre 1990 et 2000, il y a eu un changement progressif de ces communautés, avec notamment le remplacement des espèces lothiques d'eau froide par des espèces lentiques d'eau plus chaude, et ce, conjointement, une augmentation des températures et une diminution de l'oxygène dissous, avec, par exemple, une augmentation de la population de cette espèce exotique envahissante, Corbicula fulminea, entre autres. Donc là, on a vraiment eu un changement progressif lié à un stress prolongé. Puis, entre 2000 et 2004, il y a eu un changement plus radical au sein de ces communautés avec l'arrivée d'espèces à tolérance large, dont des EE, et ce, conjointement à des événements ponctuels en 2001 et 2002, tels que des inondations, ou encore en 2003, la vague de chaleur de 2003. Et cela, c'est notamment une des conséquences a été l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes telles que cette petite crevette introduite dont on a eu une augmentation de la population à ce moment-là. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a une synergie de stress prolongé d'événements climatiques extrêmes qui vont perturber les milieux. Et en fait, on va avoir une diminution de la résilience des écosystèmes en lien avec ces perturbations-là. Et des espèces exotiques envahissantes vont parfois, si elles sont en mesure de le faire, profiter en fait de ces perturbations et vont profiter de fenêtres, on va dire, à la fois spatiales et temporelles pour se propager à ces occasions-là. Un autre événement climatique extrême qui concerne en particulier les Outre-mer, c'est les cyclones qui peuvent agir de différentes façons, qui peuvent être moteurs de la dispersion des espèces. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, on a Myconia calvescens, qui est une plante très problématique, envahissante en Outre-mer. Elle est présente en Martinique dans un jardin pour l'ornement, et en fait, suite au passage du cyclone Dean en 2007, elle s'est retrouvée propagée en dehors de ce jardin et maintenant elle se disperse en d'autres points sur l'île et commence à poser sérieusement problème. Donc là, on a vraiment une introduction, une dispersion suite au passage d'un cyclone. Un autre exemple, le poisson-lion, introduit dans les eaux au large de la Floride, qui était cantonné dans cette région-là. Et en fait, c'est le schéma des courants qu'il a cantonné en fait dans son aire d'introduction au large de la Floride. Et là, on a eu des cyclones qui ont un petit peu modifié ces courants-là et ont permis le déplacement des masses d'eau avec les œufs et les larves de poissons lions dans ces masses d'eau et qui ont permis la dispersion de l'espèce au large en direction des Bahamas et maintenant au niveau des Antilles françaises où l'espèce est bien présente. Donc là, on a le cyclone qui a permis le franchissement de barrières au travers les courants via le déplacement de masses d'eau en déplaçant les œufs et les larves de poissons-lions. Un autre exemple, une liane Rubus alcephalus, autrement dit la vigne marronne, présente à La Réunion, est une espèce qui a su bénéficier en fait des ouvertures dans les couverts forestiers générés par les cyclones. Donc voilà, on a eu un impact des couverts forestiers à La Réunion et cette espèce a été plus rapide que les espèces indigènes pour coloniser les puits de lumière générés par ces ouvertures, pour coloniser les sous-bois et former des tâches monospécifiques au niveau de la canopée également. Et donc, cette espèce est désormais bien présente. Et un autre exemple en milieu marin, Halophila stipulacea, qui est une espèce présente dans les Antilles, qui, elle, a su bénéficier, en fait, pareil, des événements cycloniques qui ont déplacé les sédiments horizontalement recouvrant les herbiers indigènes qui ont pu ensuite, par-dessus, être colonisés donc, par cette espèce-là. Donc, on a une ouverture parfois aussi d'espace qui devient favorable aux EE suite à des événements climatiques extrêmes tels que cela. Voilà pour les événements climatiques extrêmes. Là, je vous propose de passer à la troisième question qui interroge sur le fait qu'une population d'EE peut à la fois être facilitée ou freinée par le changement climatique, parce qu'en fait, on a plusieurs cas de figure qui sont possibles.
Les espèces exotiques envahissantes peuvent suivre les conditions générées par les changements climatiques pour continuer à bénéficier des conditions voilà, qui leur sont optimales. Et si ces conditions voilà, se rapprochent de celles de leur aire d'origine, on peut avoir une facilitation sous l'effet du changement climatique et auquel cas un élargissement des aires favorables aux EE. À l'inverse, si les conditions deviennent moins favorables, on peut avoir une contraction des aires favorables aux espèces exotiques envahissantes, auquel cas le changement climatique pourrait constituer un facteur inhibiteur. Donc, on peut avoir un élargissement ou une contraction. Et on peut avoir également un petit scénario intermédiaire où, avec un élargissement d'un côté et une contraction de l'autre, avec une surface à peu près équivalente, auquel cas on aurait un déplacement de population. Donc, je vous propose de regarder les différents cas de figure, toujours en se reposant sur des exemples. Donc, dans le cas où le changement climatique constituerait un facteur facilitateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des traits communs aux œufs qui peuvent être facilités par le changement climatique. Donc, ces traits communs, ça peut être une tolérance à un large spectre de conditions environnementales, ça peut être des capacités de reproduction importantes, des capacités de dispersion importantes, une tolérance à l'augmentation des températures, une résistance à des sécheresses, donc des conditions qui peuvent être générées par le changement climatique, auquel cas ces espèces pourraient être favorisées. Au même titre que les espèces, d'un point de vue général, il peut y avoir des tendances à l'échelle globale qui pourraient être un déplacement latitudinal et altitudinal des espèces. On dit souvent que voilà, les espèces vont se déplacer en latitude et en altitude en réponse au changement climatique. Et ça peut également être le cas voilà, des espèces exotiques envahissantes. Et il y a une étude qui s'est intéressée aux aires favorables, à l'évolution des aires favorables aux 100 espèces les plus envahissantes à l'échelle globale et qui a montré qu'en fait, il y a pas mal de variations suivant les régions et les espèces considérées, même s'il en ressort une montée en latitude des espèces avec un nombre plus important d'espèces exotiques envahissantes dans l'hémisphère nord dans un contexte de changement climatique et un peu moins une perte parfois d'espèces exotiques envahissantes dans un contexte de changement climatique dans l'hémisphère sud. Il y a un micro qui est ouvert, je crois. Voilà. Et donc, cette étude a permis notamment de révéler certains hotspots d'invasion à l'avenir, notamment en Europe. Donc, voilà, on peut dégager des tendances globales telles que le déplacement latitudinal et altitudinal des EE, mais cette étude révèle aussi une importante variabilité au cas par cas suivant les régions et les espèces considérées. Lorsque les espèces sont prises une à une, certaines montrent voilà, une certaine concorde avec ce déplacement latitudinal et altitudinal annoncé. C'est le cas par exemple du tulipier du Gabon. Une étude a été menée en Polynésie française et montre que cette espèce, qui pose problème dans plusieurs outre-mer d'ailleurs, pourrait s'étendre en altitude avec une germination permise en lien avec l'augmentation des températures à des altitudes de plus en plus élevées. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié en Polynésie et qui pourrait questionner sur d'autres territoires où l'espèce est présente, dans l'océan Indien et également dans les Antilles. Le Xenoplis, une étude a montré que son aire favorable pourrait s'étendre en direction du nord-est de l'Europe. Donc là, on a également des projections qui sont en cohérence avec cette expansion latitudinale pour cette espèce-là. Le lapin de Garenne, il y a une étude qui a été menée à Tenerife où l'espèce a été introduite donc aux îles Canaries, où l'espèce a su bénéficier des conditions du changement climatique pour également monter en altitude et avoir une aire d'occupation plus importante avec une montée altitudinale. Et l'ambroisie, qui est une espèce donc déjà bien installée en Europe, pourrait également connaître une expansion de son aire favorable avec une montée latitudinale de son aire favorable. Donc là, c'est tout simplement des exemples pour vous montrer que voilà, cette tendance générale qui ressort s'applique également lorsqu'on regarde certaines espèces au cas par cas. Mais suivant ce que l'on regarde et les espèces et l'échelle à laquelle l'échelle sur laquelle on se concentre, on peut avoir une grande variabilité. On a une étude récente qui a été menée sur les vertébrés exotiques envahissants en Europe pour projeter leur aire favorable d'ici 2050 à 2070, qui montre une importante variabilité au cas par cas, avec par exemple la grenouille taureau qui pourrait connaître une expansion en direction du nord-est, le vison d'Amérique, une contraction en direction du sud-ouest, la tortue de Floride, une expansion en direction du nord-est, et le chien vivant, une contraction en direction du nord-est également. Donc, on voit qu'on a une importante variabilité et qu'il est très difficile finalement de dégager des généralités lorsque l'on regarde en fonction des régions, en fonction des espèces, ce qu'il se passe.
Là, c'est un exemple pour vous montrer un cas de figure où une espèce exotique envahissante pourrait être freinée sous l'effet des manifestations du changement climatique. Donc, il s'agit du champignon responsable de la calarose qui affecte les frênes et qui pourrait régresser sous l'effet des sécheresses estivales. En fait, le développement de ce champignon est déterminé par plusieurs facteurs tels que l'humidité du sol, de l'air ou encore la température de l'air. Et le développement des apothécies, plus communément l'appareil reproducteur, est optimal à une température de 20 degrés Celsius, mais le développement du champignon pourrait diminuer à partir de 30 degrés Celsius et s'arrêter lorsque les températures deviennent très élevées, notamment à 35 degrés. Et il a été montré que les sécheresses d'un été peuvent réduire le développement du champignon l'année suivante. Donc, des événements tels que des sécheresses et les manifestations du changement climatique telles que l'augmentation des températures pourraient conduire à une régression de cette espèce-là. Donc ça, c'est une étude qui a été menée dans le sud-est de la France. Cependant, on voit que l'espèce est encore en expansion dans le sud-ouest, donc cela montre aussi que tous les mécanismes ne sont pas encore connus, mais dans certains cas de figure, on pourrait avoir une régression d'espèces exotiques envahissantes. Pour la dernière question, je vous propose de parler donc des liens entre les effets du changement climatique sur les impacts des espèces exotiques envahissantes. Donc, l'intensité en fait, des espèces exotiques envahissantes dépend de la nature et de la fréquence des interactions qu'elles ont avec les composantes environnementales et socio-économiques du milieu colonisé. Et en fait, le changement climatique peut intervenir et altérer ces interactions-là en modulant ainsi les impacts qui sont associés. Donc, plusieurs mécanismes peuvent s'opérer. Par exemple, si, là, c'est le cas de figure le plus simple, si le changement climatique induit une augmentation de l'air occupé par l'espèce, donc on a une répartition plus importante de l'espèce, logiquement, la surface exposée par l'impact sera plus importante. Donc ça, finalement, c'est quelque chose de logique. Donc, par exemple, si l'ambroisie est amenée à se répandre davantage sous l'effet du changement climatique, on aura des populations davantage exposées aux allergies dont elle est responsable. Là, je vous ai mis une photo de la moule zébrée, qui est une espèce exotique envahissante déjà présente. Si une étude a été menée en Europe, si elle est amenée à augmenter, l'étude a montré que son aire d'occupation pourrait augmenter et se juxtaposer aux aires favorables aux espèces indigènes. Et là, on pourrait avoir une interaction entre les espèces exotiques envahissantes et les espèces indigènes et donc générer des impacts. Donc là, c'est vraiment des impacts en lien avec les surfaces occupées par les espèces exotiques envahissantes. Un autre mécanisme qui est lié au cycle de reproduction qui peut provoquer une désynchronisation des relations interspécifiques. Donc, si on a des changements dans ces cycles de reproduction-là, on peut avoir des désynchronisations des relations entre les espèces. Donc, c'est le cas, par exemple, en Nouvelle-Zélande de la bruyère commune, qui est une espèce exotique envahissante là-bas. Et sous l'effet de l'augmentation des températures, elle peut avoir une plasticité phénologique plus importante que les espèces indigènes, c'est-à-dire avoir, par exemple, des périodes de floraison plus longues, ce qui lui confère un avantage en termes de pollinisation. Elle va davantage bénéficier du service de pollinisation que l'espèce indigène, et dans un contexte où il y aurait une importante densité florale, elle pourrait prendre le pas sur les espèces indigènes, et donc il y a un système de compétition qui se met davantage en place, qui s'intensifie sous l'effet du changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. C'est quelque chose qui existe aussi dans le règne animal, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que si par exemple on a une désynchronisation des cycles de reproduction, une proie indigène pourrait se retrouver présente au même moment qu'un prédateur exotique envahissant, et là on pourrait avoir une relation proie-prédateur induite du fait de ces changements de période et de cycle de reproduction. On peut également avoir un effet du changement climatique sur le comportement, la physiologie et la morphologie des espèces qui peut créer une intensification des relations interspécifiques. Alors là, c'est le cas par exemple aux États-Unis où la truite tachetée qui est indigène aux USA présente comment dire. En fait, on a deux espèces de truites, une truite exotique envahissante et une truite indigène aux États-Unis qui ont les mêmes capacités de prédation à basse température, mais si la température est amenée à augmenter, on a la truite envahissante qui va avoir une capacité de prédation plus importante que la truite indigène, diminuant le stock de proie disponible pour l'espèce indigène. Donc là, on va avoir une intensification, on va dire, des
des mécanismes sous l'effet du changement climatique qui peut induire des conséquences qui pouvaient parfois être inattendues. Un autre mécanisme est le cumul avec d'autres pressions indépendantes qui peut conduire à une aggravation des conséquences des relations interspécifiques. Donc là, c'est un exemple aux Bahamas où on a, sur certaines îles des Bahamas, introduit un lézard sur certaines îles où un lézard indigène était déjà présent. Et il était déjà admis que les deux espèces entretiendraient une relation proie-prédateur, mais ce lézard n'a pas été introduit sur toutes ces îles, c'est-à-dire qu'il y a certaines îles qui maintenant accueillent les deux espèces et d'autres îles où il y a uniquement le lézard indigène. Et ce qu'il a été montré, c'est que suite au passage d'un ouragan, les populations de lézards qui ont été auparavant soumises aux populations de lézards exotiques envahissants, donc L. carinatus, se sont rétablies moins facilement que celles pour lesquelles il n'y avait pas l'espèce exotique envahissante. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, la prédation par les espèces exotiques envahissantes avait trop affaibli les populations indigènes pour leur permettre de faire face à une perturbation d'ordre physique tel qu'un ouragan. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne particulièrement les îles. Mais tout ça, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut avoir un cumul de plusieurs pressions indépendantes qui aggravent en fait la situation. Et donc là, bon, la question 5, je vais pas rentrer dans les détails puisqu'elle est encore en cours de rédaction, mais c'est pour vous donner un petit aperçu des choses qui vont être abordées, notamment la perception du changement climatique par les gestionnaires. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà visibles en termes de conséquences du changement climatique sur les espèces exotiques envahissantes? On va également creuser si les effets du changement climatique peuvent altérer les techniques de gestion, sur quelles peuvent être les conséquences du changement climatique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. On va également s'intéresser sur le rôle de la recherche et sur le rôle de la modélisation comme un outil peut-être de priorisation, et de voir également le rôle de la restauration et des aires protégées face à des pressions dynamiques telles que les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique, et voir comment intégrer le changement climatique dans les stratégies de gestion d'espèces exotiques envahissantes. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Donc, je reste disponible si vous avez des questions. Merci Clara. C'était super intéressant, super clair. Peut-être juste déjà un petit retour sur ce qui s'est passé sur le chat avant de donner la parole. Il y a 2 personnes qui ont réagi quand tu parlais de la reproduction de la tortue de Floride, Oui. avec des observations voilà, de reproduction ou des soupçons de reproduction. Alors, j'essaie de retrouver un message. Reproduction également constatée en Auvergne, dans le département de l'Allier et du Puy-de-Dôme, et soupçon de reproduction en Normandie. Et puis, il y a eu une question qui est apparue pendant que tu faisais ta présentation. Je crois qu'on était sur la question 3 ou 4. Dans le cas spécifique, donc c'est monsieur Gillard, dans le cas spécifique des milieux aquatiques en métropole, est-on en mesure de faire la distinction espèce par espèce entre le caractère invasif actif, comme par exemple les écrevisses US en France ou le chat dans les îles Kerguelen, ou simplement un caractère invasif passif qui correspond simplement à l'évolution du milieu? Si le climat subtropical remonte sous l'effet du changement climatique, il faut s'attendre à avoir des espèces subtropicales. Est-ce que... Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la distinction entre passif et actif. Peut-être, sinon, M. Gillard, si vous pouvez prendre la parole à l'oral, ça sera peut-être plus facile. Oui, bonjour. Simplement, je pose la question parce qu'elle n'est pas neutre en termes de priorisation des actions. C'est-à-dire qu'il y a le caractère américaine, bon, elles sont porteuses saines d'un pathogène qui va exterminer les populations d'écrevisses à pieds blancs dès qu'elles rentrent en contact avec. Donc là, on est vraiment sur un caractère invasif, on va dire agressif. Et puis, par exemple, sur d'autres espèces, la question se pose peut-être pas. Par exemple, tiens, l'onagre, c'est une espèce exotique, mais le caractère envahissant est quand même. Elles n'ont pas vraiment, contrairement à la renouée du Japon, par exemple, elles n'ont pas vraiment des stratégies actives qui les favorisent. Simplement, elles sont présentes
elles correspondent à une modification du climat. Ou alors sinon, peut-être un autre exemple, la pyrale du buis, elle est remontée parce que le climat change. Oui. Mais c'est juste un déplacement de son aire de répartition. Et là-dessus, effectivement, on pourrait être tenté par fixisme de se dire bah, c'est pas là qu'on la connaît historiquement, donc elle n'a rien à y faire. Mais d'un autre côté, si le climat change, les espèces qui étaient là localement, de toute façon, elles vont se déplacer et on va avoir des espèces subtropicales qui vont remonter. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément utile d'essayer de lutter contre en termes de priorisation de nos actions et de répartition de nos moyens d'action. Donc, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que dans votre travail, parce que j'ai vu que dans la phase 5, là, vous allez mettre en place des outils de priorisation des actions. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, le caractère, on va dire, plus ou moins agressif d'une espèce et le côté plus ou moins remédiable? Parce que ce que je veux dire, c'est que si le milieu évolue, que de toute façon, il n'est plus hospitalier pour des espèces autochtones, bah, faut peut-être laisser cette bestiole ici, puisque c'est la nouvelle espèce endémique. C'est vraiment un débat sur le... Enfin, c'est vrai que c'est fondamental. C'est des choix de gestion, effectivement. C'est les questions qui sont sur ce que c'est que la naturalité, hein, mais... Oui, effectivement. Alors, pour la question 5, on ne va pas nous-mêmes développer des outils, on va juste questionner de voir comment certains outils qui sont utilisés par la recherche pourraient répondre à des questions à une échelle utile pour la gestion. Donc, par exemple, est-ce que la modélisation permettra d'identifier des espèces sur lesquelles il faut agir en priorité, justement, peut-être. Enfin, c'est des questions que je pose. Je n'ai pas encore approfondi bien la question, donc là, c'est des réflexions. Là, c'est encore exploratoire. Ou peut-être identifier des secteurs pour la détection précoce et la réaction rapide, ça pourrait être ce genre de questions-là. Pour ce qui est de votre question, du coup, sur quelles espèces on intervient, parce que j'ai l'impression que finalement, c'est ça la question. Je dirais que c'est une question qui se pose au-delà même d'un contexte de changement climatique. Si je me permets parce qu'en fait, je vois que Sabrina Malèvre de PNR a formulé la question mieux que je ne l'ai fait, en disant effectivement, est-ce qu'on est, voilà, c'est espèce... Enfin, voilà, si vous regardez sur le chat, elle dit « J'aurais effectivement proposé une distinction entre espèces introduites par l'homme sans aucun lien géographique et espèces arrivant par extension de leurs aires de répartition suite au changement climatique. » Voilà, je trouve que c'est mieux formulé que ce que j'ai dit, si ça vous clarifie les choses. Oui, je crois que je vois. C'est pas évident. C'est que je vois aussi qu'il y a la question d'estimation de la gravité de l'impact aussi qui se pose en termes de priorité d'action. Donc là, j'aurais un peu du mal à bien répondre à la question parce qu'il s'agit vraiment de stratégie. C'est pas grave, hein, Clara. Enfin, oui, non, mais c'est je vois qu'il y a Arnaud qui lève la main également dans le chat. Est-ce que tu veux bien arrêter ton partage, Clara, juste oui, bien pour que ce sûr. soit plus, qu'on voit plus juste les participants. Ce sera plus facile. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, je vous ai vu. Peut-être répondre d'ailleurs. Du coup, il y a Arnaud Albert qui souhaite prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Arnaud Albert, je suis chargé de mission sur les espèces exotiques envahissantes à l'OSP, l'Office français de biodiversité. Donc, je travaille régulièrement avec Clara. Pour apporter quelques points de vocabulaire concernant les propos qui viennent d'être mentionnés. Alors, effectivement, pour les espèces exotiques envahissantes, souvent on parle d'espèces qui sont passagères ou d'espèces qui sont productrices drivers. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne font que juste indiquer une perturbation, être révélatrice d'une perturbation, ou certaines espèces vont apporter un plus, un phénomène supplémentaire, n'aurait pas être juste que le reflet d'une perturbation dans un écosystème dégradé, mais vont en plus apporter un impact négatif supplémentaire. Donc, c'était ça, cette distinction entre passif et actif, on va plutôt parler de passenger, de driver. Et concernant l'ajout de commentaires de la part de Sabrina, effectivement, il y a des études actuellement qui sont menées, notamment par Franz Césaire, qui est un chercheur qui est connu, qui est autrichien. On parle de néonatives. En anglais, on essaie de transformer en néo-indigène. Alors, il y a le sens actuellement, on a un groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche archéophyte et néophyte de France,
qui est piloté notamment par Guillaume Fried de l'ANSES, spécialisé sur les plantes exotiques envahissantes, où effectivement, comment considérer ces espèces qui augmentent leur aire de répartition? Est-ce que c'est dû à leur propre augmentation naturelle, spontanée, ou c'est lié à des phénomènes en lien avec les activités humaines? Donc, il y a ce terme qui a été proposé de néonatif, qui se traduit par néo-indigène en français, soit en sens large, ou soit par des phénomènes spontanés, soit par influence de l'humain. Donc, il y a des réflexions en cours là-dessus sur, voilà, sur ce terme-là. Ok, merci pour cet apport. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou contributions? N'hésitez pas donc à lever la main ou juste à prendre la parole. J'en profite justement pour dire que voilà, la question 5, la dernière partie, est en cours de rédaction. Et les échanges et les questions qui seront posées ici peuvent être l'occasion également de compléter le document, d'explorer des pistes, parce que l'objectif, c'est que voilà, ce document, il permet d'instaurer un dialogue aussi entre la recherche et la gestion. Donc là, on a beaucoup exposé ce que la recherche a pu mettre en évidence, mais c'est un dialogue à double sens. Donc, si des questions peuvent être également posées pour justement mettre l'accent sur des choses qui ont besoin d'être éclaircies, c'est aussi l'occasion. Ça peut aussi être fait dans un second temps en me contactant par mail. Il y a quelqu'un qui lève la main de l'ADL Réunion. À vous la parole. Merci, bonjour, Isabelle Braco à l'ADL de la Réunion. En fait, ma question, c'est de savoir si quand vous avez exploré un petit peu l'état de l'art sur les liens entre le changement climatique et les invasives, vous avez vu se dégager quelque chose de concret sur l'augmentation des problèmes liés aux lianes, aux espèces donc végétales lianescentes par rapport à la situation qu'on connaissait jusqu'à présent. C'est plus une impression qu'on a quand même, en tout cas à La Réunion. Et je voulais savoir si c'était étayé par notre publication. Eh ben, j'ai cherché parce que je me posais la question quand j'ai commencé à creuser la problématique de la vigne marronne et honnêtement, j'ai peiné à trouver davantage d'informations. Donc, je manque encore un petit peu d'articles sur le sujet, mais pas forcément simple à trouver. C'était une question que j'avais, moi, justement, c'était est-ce que du coup, avec ce travail-là, vous avez identifié des manques en termes d'articles, de recherche, voilà, s'il y a des pans qui manquent pour répondre aux questions que vous avez sélectionnées, quoi. Alors, honnêtement, j'ai été surprise aussi de la quantité d'articles et de travaux menés. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien étudié. Après, la question que des fois, moi, je me pose, c'est en termes d'échelle. J'ai l'impression que l'échelle d'études apporte toujours des informations complémentaires et de voir sur quel nombre d'espèces se concentrent les études aussi. On aura toujours des précisions complémentaires. En fait, c'est plus en termes de calibration des études que je pense qu'on pourrait avoir davantage de précision. Si par exemple, voilà, il y a quelque chose qui est attiré sur les lianes, voilà, c'est une question qui se pose. L'outil de gestion aussi, enfin, moi je vois plus les choses comme ça. Après, c'est difficile d'identifier des manques parce que il y a tellement de milieux qui sont étudiés. Puis bon, voilà, il y a beaucoup d'espèces étudiées, mais je vois plus ça comme ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais Si. Il y a eu des questions là dans le chat pendant qu'on discutait. Est-ce qu'il est possible d'intégrer ce travail de recherche dans des pays tropicaux comme Madagascar? Et est-ce que vous avez déjà identifié des espèces exotiques envahissantes dans les zones tropicales? Et puis, donc, il y a Arnaud qui a mis des liens voilà, dans le chat. Est-ce que c'est possible d'inclure des projets de recherche à Madagascar? Est-il possible d'intégrer ce travail de recherche dans les pays tropicaux comme Madagascar? Je ne sais pas si la personne veut préciser sa question à l'oral. En tout cas, je sais qu'il y a des travaux de recherche qui traitent des liens changement climatique et espèces exotiques envahissantes sur Madagascar. Il y a Emmanuel qui veut... Il y a des travaux qui sont menés.
Oui, bonjour à tous. Donc, Emmanuelle Sarah, je coordonne le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes. C'était pour compléter les propos de Clara et répondre à la question posée sur Madagascar. Pour rappeler que nous, on ne conduit pas les travaux de recherche. Là, le travail, c'était vraiment de compiler toutes les informations et d'essayer d'apporter des réponses aux questions qui nous étaient régulièrement posées par les gestionnaires. Donc, effectivement, il doit y avoir des travaux de recherche sur ce sujet-là qui sont menés à Madagascar, à voir si, Clara, tu peux trouver des choses pour illustrer, etc. Mais nous, on est là vraiment pour faire une synthèse bibliographique, en fait, pour digérer un peu toutes les connaissances issues du monde de la recherche et de les transférer vers le monde de la gestion. Donc, on ne peut pas aller plus loin sur des questions de recherche. Et du coup, vous avez couvert les études qui sont publiées dans le monde. Alors, en fait, initialement, c'est métropole et outre-mer, mais Ouais. voilà, il fallait qu'on ait suffisamment d'exemples pour illustrer la diversité des mécanismes qui s'opèrent. Donc, on est allé piocher un peu plus largement si besoin. Et pour Madagascar, si, alors effectivement, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui travaille sur les liens changement climatique et eux à Madagascar, et c'est des exemples qui pourront peut-être être intégrés à l'éclairage. Mais comme le disait Emmanuel, on ne porte pas nous-mêmes des projets de recherche. Ouais. Donc, il y a une question à Arnaud Albert. Est-ce que l'OFB est en mesure de proposer une classification, par exemple le robinier Pseudoacacia est-il passenger ou néonatif? Oui, pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose, Pardon, si tu réponds. je peux pas vous dire, après ça dépend des populations, mais généralement, les termes connus pour espèce exotique envahissante, et c'est parce qu'effectivement, elle va apporter une problématique supplémentaire. Elle ne va pas juste profiter d'une perturbation du malier, on va faire vraiment des effets ensuite localement sur les espèces qui sont présentes. On ne va pas juste retraiter une perturbation à la porte par ses caractéristiques, finalement, un impact supplémentaire. Donc, lui, elle est considérée comme le driver. Les néonatives, je vous dis, c'est en discussion en ce moment, qu'est-ce qu'on met derrière le terme des néonatives. Est-ce qu'on doit mettre toutes les espèces, voilà, les néo-indigènes, est-ce que c'est uniquement celles qui augmentent leur art de répartition naturellement, ou celles qui profitent d'activités humaines, soit le changement climatique ou d'autres, des corridors comme des routes ou des voies ferrées ou des choses comme ça. Est-ce qu'on doit les mettre comme une augmentation naturelle ou comme une espèce qui profite de l'activité humaine? Ça veut dire c'est un cours de discussion. Je vous ai mis des liens vers des articles scientifiques par le groupe de France SR qui pourront vous apporter des pistes de réflexion. Il y a Étienne qui a également mis dans le chat un lien vers un nouveau projet Life Free Parias qui se passe donc en Belgique pour travailler sur la gestion des espèces exotiques envahissantes au niveau des cours d'eau pour aider notamment les gestionnaires des bassins versants. Voilà, pour info. Okay. Ah, il y a Guillaume Leroux qui souhaite s'exprimer. Oui, bonjour, je n'ai pas de caméra, désolé. Je pense qu'effectivement, ça serait utile de préciser ce terme d'espèce exotique envahissante, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met un peu tout dans le même chapeau, sans pouvoir faire vraiment de distinguo et de distinction entre les espèces. Ah, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'entends plus trop ce que vous dites. Ah, vous m'entendez? Oui. Ah, oui. Oui, je rebondis par rapport à l'intervention de l'OFB, je crois, que ça serait vraiment important de pouvoir préciser ce qu'on met dans ce grand chapeau d'espèces exotiques envahissantes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu un fourre-tout, où dès qu'il y a une nouvelle espèce qui apparaît, on la met en exotique ou en exotique envahissante. Et pour moi, voilà, je trouve que c'est pas constructif en fait. Voilà. C'est peut-être pas assez opérationnel on l'a vu, je crois, dans la première diapo, enfin dans une des toutes premières diapositives de la définition d'une espèce exotique envahissante. Pour moi, voilà, c'était une définition qui était vraiment extrêmement large. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment pouvoir préciser ce qu'on appelle par ces termes d'exotique et exotique envahissante, premièrement. Et deuxièmement, je vais être un petit peu provocateur, sans aucune arrière-pensée négative, bien évidemment.
on évalue, on étudie les impacts négatifs de ces espèces. Est-ce que ça serait pas mal aussi de pouvoir étudier leurs éventuels impacts positifs? Merci. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Clara. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a levé la main. Oui, On vous écoute. bonjour. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce que moi aussi, je suis assez insatisfait de ce qu'on a. Ces notions d'espèces exotiques envahissantes sont assez mal définies, en fait, à la fois par tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire leur partie négative et leur partie positive. On a parlé du robinier, c'est un exemple typique, 1600, je crois, par là, introduit en France, considéré plus ou moins comme invasif et en fait plébiscité par beaucoup d'agriculteurs. On est en train de faire des plantations de haies, on a une demande de cette espèce, tout simplement parce qu'il y a une utilité très forte pour ceux qui font des clôtures, etc. Donc, voilà, on se trouve devant des situations où la notion d'exotique voilà, elle est plus satisfaisante. Voilà, les lannions blancs, est en France, chez nous maintenant, il vient du sud. Non, il n'est pas exotique, simplement son aire de répartition augmente. Et on en a des centaines d'exemples de ça. Donc, cette classification est totalement insuffisante et elle ne peut pas prendre en considération que les aspects de l'origine, quelle qu'elle soit, etc., mais aussi effectivement les aspects d'impact parce que eh bien, beaucoup de gens passent du temps sur ces questions-là et ben voilà, on est dans un séminaire Nature Adapt et on en est resté dans beaucoup d'endroits sur une notion de lutte et non pas d'adaptation. Voilà, merci. Merci pour tout, de toute façon. Merci. Je ne sais pas, Clara, Emmanuel, si vous voulez réagir sur l'aspect Oui, définition. espèces Ah, pardon, Arnaud. exotiques envahissantes. Là, toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes. Ça, c'est le premier point. Après, espèces exotiques, la définition est quand même bien connue. Ce sont des espèces qui ont été importées sur nos territoires en dehors de leur aire de répartition naturelle, en lien avec des activités humaines. Donc, effectivement, ce terme de néo-indigénat, il est quand même connu. Après, quelle définition derrière exactement, là, il y a des réflexions en cours, mais voilà, effectivement, il y a des augmentations de l'aire de répartition naturelle, ça c'est possible. On ne va pas les mettre dans le terme exotique. Voilà, donc ça, le terme exotique. Ça, c'est bien défini quand même, c'est bien accepté. Après, le terme d'espèce exotique envahissante, effectivement, on a la définition là-dessus. Il faut un double phénomène, un phénomène d'une part de prolifération de l'espèce, une augmentation de l'abondance territoriale de l'espèce, qui s'accompagne elle-même d'impacts, on va considérer positivement, mais aussi majoritairement des impacts négatifs. Et là, comme on l'a dit, des impacts négatifs, il faut que ça soit plus qu'un effet passager, vraiment qu'il y ait un effet conducteur et qui rajoute finalement une perturbation et que beaucoup d'espèces végétales, oui, effectivement, sont favorisées par des écosystèmes qui eux-mêmes sont déjà dégradés, perturbés, mais en plus, elles vont ajouter un phénomène négatif supérieur du fait souvent des populations qui sont denses, qui sont larges, qui sont persistantes, et donc qui deviennent monospécifiques et vraiment dominantes du milieu, et donc ça amène un effet positif. Donc, là-dessus, derrière, il existe des protocoles d'évaluation des espèces, une diversité, chacun a leurs avantages, leurs inconvénients, mais quand on classifie une espèce exotique envahissante, scientifiquement parlant, Alain passait tout ce protocole, toutes ces méthodes d'évaluation. Donc, il faut bien distinguer là-dessus. Alors, effectivement, en fonction des protocoles, peut-être certaines espèces vont sortir plus envahissantes, d'autres moins envahissantes, mais en tout cas, le robinet, lui, il a des caractéristiques qui, scientifiquement parlant, correspondent à une espèce exotique envahissante. Après, du fait de pression, de lobby, de politique, etc., effectivement, certains ne vont pas la considérer comme espèce exotique envahissante. Ça ne va pas empêcher certains forestiers d'utiliser effectivement. On a des soucis actuellement, d'être honnête avec vous, avec l'Office national des forêts, du fait du plan de relance, avec tout ce qui est migration assistée, les îlots d'avenir, ils veulent continuer à utiliser des espèces exotiques
avec les risques d'envahissement. Voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse les utiliser. On n'est pas non plus dans l'interdiction stricte, mais pour contrôler certaines choses, et certaines, il faut faire l'objet de certaines espèces qui sont reconnues comme envahissantes et interdire l'intégralité des activités en lien avec les espèces. Merci Arnaud. Est-ce qu'Emmanuel, tu voulais rebondir aussi? Oui, c'était pour compléter, pour dire qu'effectivement, les définitions sur les espèces exotiques envahissantes, elles sont nombreuses, elles sont écrites, elles sont scientifiques, elles existent. C'est juste que dans le cadre de ce webinaire, on n'a pas pris le temps de tout redéfinir, parce qu'on aurait pu consacrer un webinaire en fait, au statut des espèces exotiques. Et pour vous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a les informations scientifiques, il y a des questions de perception aussi qui rentrent en compte. Hein. Le robinet fait partie de ces espèces aussi. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre espèces exotiques envahissantes et les enjeux de perception qui sont autour de ces espèces-là. Donc, effectivement, il faudra peut-être qu'on reprécise dans le document les définitions qu'on utilise clairement et renvoyer vers des documents où il y a plus d'informations sur ces questions de définition. Également, pour vous dire qu'au niveau des régions, et Arnaud pourra me compléter, il existe aussi des listes, notamment pour les végétaux, des listes de plantes exotiques envahissantes qui sont proposées et élaborées par les conservateurs botaniques nationaux et qui proposent donc des listes d'espèces exotiques envahissantes par région avec des degrés de priorisation et une hiérarchisation de ces espèces-là. Donc, on ne peut pas considérer une espèce n'aura pas le même statut en fonction de où on se trouve. Et donc, je vous conseille de vous référer à ces listes pour savoir quel statut a été donné à quelles espèces dans vos régions. Super, merci Emmanuel. Bon, il reste 3-4 minutes. S'il y a une dernière question, une dernière remarque. Et puis, de toute façon, après, il y aura bien sûr sur la plateforme une liste de discussion disponible si vous voulez vous poser vos questions après coup. Alors, on demande si on peut donner les liens pour trouver ces listes. Est-ce qu'il y a un lien, Emmanuel, que tu peux mettre dans le chat? Je m'en occupe, je vais vous renvoyer le lien du centre de ressources et puis notamment le lien avec toutes les listes et les définitions. Ok. Ah, super. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a déjà envoyé un lien. Super. Et Clara, il y a quelqu'un qui demandait si tu pouvais envoyer le contact de la personne qui a travaillé à Madagascar. Apparemment, il y a des étudiants qui sont parmi nous, qui travaillent sur ce sujet et qui auraient bien aimé pouvoir contacter cette personne. Alors, je ne vais pas la voir tout de suite parce que bah, sinon, tu nous l'envoies, puis on l'enverra dans la discussion à la personne. Ça marche. Merci, Clara. Alors... Bon, et écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier tous, surtout évidemment Clara, pour ta présentation très claire. Donc, comme ça a été enregistré, on mettra en ligne la vidéo dans plusieurs jours sur la chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions a posteriori, à utiliser le groupe dédié au webinaire. Voilà. Merci. Et puis, vivement la publication l'année prochaine de ce document qui risque d'être très riche. Bravo pour ce travail. Et puis, à bientôt à tous. Prochain webinaire dans un mois, cette fois sur le programme Sentinelle du climat, qui nous présentera ses résultats. Voilà. Merci.